C'est drôle parce que moi, je me rappelle du moment où Red Bull est sorti et où j'ai été moi-même, avant d'être psy, parce que j'étais gamine à cette époque-là, prise là-dedans, quoi. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait toutes ces rumeurs, le sperme de taureau, des choses comme ça. C'est la première fois qu'ils entendaient parler de taurine. On a tous déjà bu au moins une fois un Red Bull et pourtant on a tous déjà entendu au moins une fois que c'était dangereux. Mais pourquoi on prendra tel risque pour goûter une boisson qu'on va très potentiellement trouver dégueulasse? Eh bien pour le savoir, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous pourriez bien vivre un moment inoubliable ou mourir. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire de Red Bull et nous allons tenter de comprendre comment il a pu instrumentaliser le danger associé à sa boisson pour devenir l'empire tentaculaire du divertissement et du sport qu'il est aujourd'hui. Nous sommes dans les années 80, en Thaïlande. Une entreprise du nom de TC Pharmaceutical Industries commercialise depuis déjà quelques années un produit appelé Krating Daeng. Un truc qui a l'air plus d'un médicament que d'un soda, mais vous reconnaîtrez sûrement ce logo. En fait, c'est un produit marketé pour le monde du travail. Les Thaïlandais en boivent pour rester éveillés et concentrés grâce à sa haute teneur en caféine. Mais il contient aussi un ingrédient mystérieux, la taurine. La taurine, en fait, c'est... Non, enfin, on en parlera après, Le Krating Daeng croise la route d'un homme d'affaires autrichien en voyage en Thaïlande ce jour-là, Dietrich Mateschitz. Il est riche. Et là, il se dit, waouh, il faut que je ramène ça dans mon pays pour que je me fasse de la grosse thune. Et là, il s'allume un énorme cigare et il rit pendant près de 47 minutes. Ah, c'est un homme d'affaires, ils sont comme ça. Du coup, il va chercher à rencontrer le boss de TC Pharmaceutical qui produit le Krating Daeng, c'est-à-dire Chaleo Yuvidia. Il va lui proposer un deal. Viens, on s'associe, on met un demi-million chacun, je m'occupe de lancer ton produit en Europe et on se fait de la grosse thune. Et là, Chaleo lui répond, tu es bien fortiche, Dietrich, j'accepte. Et là, il se tape le cigare comme ça, j'ai déjà vu, c'est un truc de gens riches. Ils rigolent tous les deux pendant près de 2h34. Mais avant de le lancer, il va falloir trouver comment adapter ce produit asiatique pour le marché occidental. Faut bien comprendre que le concept de boisson énergisante, ça n'existe pas à l'époque en Europe, donc faut vraiment trouver comment le marketer. Donc Dietrich, il va reprendre les codes des sodas américains, il va traduire le nom en anglais, le rendre pétillant et le mettre dans une canette qui est toujours la même qu'aujourd'hui d'ailleurs. La recette, elle va changer, mais il va garder la mystérieuse taurine qui va être mise en avant dans le marketing de Red Bull. La cible des vieux travailleurs qui s'endorment au boulot, pour Dietrich, c'est une niche. Il veut cibler les jeunes qui veulent vivre les choses à fond et associer Red Bull au monde de la nuit, la fête, la défonce mon gars. Et contre toute attente, notre boomer homme d'affaires autrichien sait comment parler aux jeunes. Nous sommes dans les années 90 et Red Bull est lancé en Autriche. Dietrich se dit que la publicité traditionnelle ne fonctionnera pas. Pour Dietrich, pas d'affiche. La concurrence dans les boissons est trop forte et les jeunes n'inviteront pas d'eux-mêmes Red Bull à la fête. Alors Dietrich, ce qu'il va faire, c'est engager tout un tas de jeunes qui vont être employés pour faire rentrer Red Bull dans les fêtes. C'est là que sont apparues les fameuses mini avec la grosse canette qui distribue des Red Bull gratos devant les écoles et tout là. Mais Red Bull va plus loin, ils font des partenariats avec des étudiants recrutés pour organiser des fêtes sur le campus avec du Red Bull à volonté. D'autres jeunes engagés par Red Bull en amènent gratos dans les boîtes de nuit, les filent au barman, au DJ. Paraît même que les commerciaux laissaient des canettes vides dans les toilettes de différents lieux. Bref, plein de petites astuces pour que le produit ait l'air un peu transgressif, voire illicite, alors que finalement, on peut le trouver dans le commerce, quoi. Mais ça marche, Red Bull fait beaucoup de bruit et est vu comme un produit mystérieux, stimulant, associé à l'alcool et à la fête. Bah, j'en bois en soirée, le samedi soir. Ça m'arrive d'en boire en soirée. Une petite, genre pour se donner un petit coup de fouet, le petit. Ça me donne encore un peu de force. Souvent, ce qui revient le plus chez les jeunes, c'est d'en mettre dans les boissons alcoolisées, ouais. Ça se mélange plutôt pas mal, on va dire. Et là, il y a deux teams, la cible Red Bull qui trouve ça trop cool et les autres, les parents, divers organismes de santé, tout ça, qui trouvent ça moins cool. Et quand vient le moment où Red Bull veut s'étendre dans d'autres pays, sa réputation l'a déjà précédé. Du coup, il y a des gens qui l'attendent et il y a des gens qui veulent l'interdire avant même qu'il arrive. Certains pays vont déconseiller de le mélanger avec l'alcool alors qu'il est clairement connu pour ça, ou le déconseiller aux plus jeunes alors que c'est clairement la cible de Red Bull. Certains pays vont même carrément l'interdire, comme la Norvège, l'Uruguay ou le Danemark, mais aussi la France qui n'a du Red Bull que depuis 2008, soit 10 ans plus tard que la plupart des autres pays. Forcément, à cause de toutes ces mesures, il y a des rumeurs qui naissent. Des rumeurs. C'est interdit à cause de la taurine qu'il y a dedans parce que c'est trop puissant et on en trouve dans les testicules de taureau. En réalité, la taurine, c'est... Non, c'est encore trop tôt, plus tard. Il y a des gens qui vont traverser les frontières pour aller se procurer ce fameux Red Bull dont tout le monde parle. Il y a des marchés noirs illégaux de Red Bull illicites sous le manteau qui vont se mettre en place en soirée. Je me souviens, c'était le gros truc, c'était d'en prendre alors que c'était censé être interdit. On entend de plus en plus dans les médias que Red Bull est dangereux, que c'est peut-être lié à la mort d'un adolescent. Et les parents qui entendent tout ça empêchent leur enfant d'en boire, évidemment. Et plus le temps passe, plus les gens parlent de Red Bull, et plus les gens parlent de Red Bull, plus il a l'air dangereux, et plus il a l'air dangereux, plus les gens l'achètent. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai parlé avec des psys. Alors
procédons dans l'ordre, hein. Le premier contact, c'est déjà super important, c'est la manière dont la marque va capter l'attention du consommateur. Et pour ce qui est de capter l'attention, bah rien de mieux que le danger. Même si un produit n'est pas forcément dangereux, le fait de dire qu'il est dangereux, et bah forcément ça va être dans la tête des gens, on va être quasiment obligé de le traiter. Mais le vrai défi, c'est qu'il faut pas faire trop peur, parce que sinon tout le monde fuit. Heureusement, en parallèle d'être potentiellement dangereux, et bah Red Bull est cool auprès des jeunes, donc l'équilibre il est là. Et bon, on sait que les adolescents, ça constitue une bonne partie de la cible de Red Bull, et l'interdiction dans des pays, bah ça donne envie d'en boire, mais l'interdiction par les parents, ça c'est encore autre chose. La prise de risque à l'adolescence, elle a plusieurs fonctions. La plus importante, c'est le fait de pouvoir s'individualiser de ses parents. Pour ça, en fait, il va forcément avoir besoin d'explorer sans le filtre parental pour être un individu à part entière. Ce qu'un parent va interdire, ça va piquer la curiosité de l'adolescent parce qu'il va se poser la question aussi de pourquoi est-ce qu'il me l'interdit. Et il va se dire, ah mais j'ai envie de vérifier par moi-même, est-ce que c'est vraiment dangereux ou pas. Bah, le fait d'aller dans un groupe qui fait cette chose-là, ça peut lui permettre justement de faire cette séparation. Donc si d'un côté les parents interdisent de boire du Red Bull et que de l'autre les populaires du bahut en boivent, bah ça fait deux raisons d'en avoir envie. D'ailleurs un jour Dietrich a déclaré « Je voulais une marque ambivalente, vendre quelque chose que le directeur d'école refuse mais que les élèves réclament à la cantine ». Mais bon, il n'y a pas non plus que les ados qui boivent du Red Bull, la cible elle va jusqu'aux jeunes trentenaires et tout ça, ça m'a amené sur le terrain des conduites à risque. Coup de boost quand on est trop bourré, c'est quand même le discours qui est associé à celui de la cocaïne en temps normal. Genre pour se donner un petit coup de fouet, le petit Et donc là, j'ai l'impression qu'on s'inspire de ces logiques de comportement à risque, mais on en fait une version édulcorée. C'est quand même une transgression qui est très encadrée. En fait, c'est comme si ces éléments de vraie mise en danger étaient utilisés pour faire appel à des gens qui pourraient trouver ça un peu désirable, mais sans être prêts à prendre ce type de risque. Mais tout ça, ça se passe à un niveau inconscient. Je sais pas, c'est un peu addictif, genre on aime bien ça, enfin on aime sans vraiment aimer, mais on en reprend quand même. De toute façon, rien n'est vraiment bon en soirée, donc autant prendre ça. Hein. En fait, on dirait que la stratégie de Red Bull, c'est de venir se greffer à un peu tous les niveaux de façon de se mettre en danger. Mais alors du coup, parce qu'on n'a pas répondu, pourquoi on se met en danger? Pourquoi les gens aiment se mettre en danger? Hein? C'est toute la question du hasard en fait. Grosso modo, si on doit vulgariser le comportement ordalique, c'est je vais aller à 250 sur l'autoroute, si je ne meurs pas, l'univers m'envoie un message que j'ai le droit d'exister, grosso modo. Cette question-là se retrouve de manière peut-être atténuée dans tout le rapport au hasard, dans les addictions au jeu, et c'est aussi présent dans la question du sport extrême. Le comportement ordalique a plusieurs niveaux d'intensité, ça peut aller du fait de se bourrer excessivement la gueule ou mélanger plusieurs substances, c'est-à-dire comme Red Bull s'est fait connaître chez les consommateurs, jusqu'à des sports extrêmes comme le base jump en wingsuit, dont énormément de performeurs de la discipline sont sponsorisés par Red Bull. L'athlète dont la tenue, l'accessoire ou le véhicule sont parés de logo Red Bull devient alors l'allégorie du consommateur et du pouvoir extraordinaire que renferme sa canette. Ok, mais du coup, est-ce que ça peut réellement mal se passer quand on boit du Red Bull? Est-ce que Red Bull est dangereux pour de vrai ou est-ce qu'il fait juste genre pour être cool? Et c'est quoi cette putain de taurine? Eh ben, j'en ai discuté avec des nutritionnistes. Mais avant, pourquoi ne pas vous abonner à cette chaîne et activer la cloche afin d'être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos? Mais oui. Concernant le sucre, c'est assez équivalent au soda classique. Mais du côté de la caféine, c'est à peu près la même dose que pour un expresso, quasiment de 60 ml finalement. Mais il reste un ingrédient qui nous intéresse. Roulement de tambour, la voici. La voilà, la mystérieuse, la fameuse taurine. Bah, c'est rien de très folichon, hein. C'est en fait simplement un acide aminé qui est considéré comme semi-essentiel puisqu'il est assez abondant dans l'organisme. Ça a été découvert en fait en 1827 dans la bile de taureau. Beaucoup d'effets potentiels qui sont relevés, malheureusement avec bien souvent des preuves limitées. Ok. C'est plutôt décevant, c'est ça qui a participé à toute l'aura autour de Red Bull. Le logo avec les taureaux et tout. Là, il y a même des concurrents qui s'appellent Taurine Drink. Ça ne serait que du vent. Ça reste un argument de vente. Bon, du coup, là, quand on parcourt les ingrédients comme ça, bah, Red Bull, il a pas l'air si dangereux par rapport à tout le bruit que ça faisait, surtout à l'époque. On nous aurait menti depuis le début. Bah, en fait, c'est une question de dosage. Hein. On sait qu'un surdosage en caféine est toxique. Là où ça va devenir problématique, c'est l'excès. Quand on commence à boire un petit peu plus que 3 canettes, c'est là où on peut commencer à avoir des effets négatifs. De la même manière que si on commence à boire plein de tasses de café sur une journée, finalement. Exactement. Et on rappelle que Red Bull s'est quand même fait connaître avec le mélange avec l'alcool aussi. Vraiment, le mélange alcool et caféine est très peu recommandé. La caféine va dissimuler les effets de l'alcool, notamment sur le plan de la sensation à l'ivresse. On a tendance à surestimer un petit peu ses capacités et ça augmente les risques de capacités dangereuses en soirée. Et on rappelle aussi que c'est quand même un produit destiné aux jeunes, hein. C'est quand même la cible qui va être le plus attirée par ce que dégage Red Bull. Donc est-ce que c'est dangereux pour eux, ça? Aux plus jeunes, c'est à déconseiller parce que la caféine, de manière
général est déconseillé aux enfants et aux ados. Ils ont moins conscience de la quantité de caféine qu'il y a dans le Red Bull, sauf que les jeunes éliminent beaucoup moins rapidement la caféine qu'une personne adulte et leur dose maximale est beaucoup plus basse qu'un adulte aussi parce qu'ils pèsent moins lourd. Et on rappelle aussi que Red Bull est quand même vachement associé au sport et quoi qu'on en dise, bah ça induit que c'est une boisson qu'on peut boire dans le cadre sportif. Enfin si. Je fais du rugby, avant un petit match de rugby, une petite canette et puis c'est parti. Il y a des risques avec la caféine et pendant le sport, vu que ça accélère un petit peu le rythme cardiaque. Malheureusement à ce jour, il y a que très peu de molécules à part des dopants qui permettent de réellement booster la performance physique. Personnellement, je ne recommanderais pas ce type de boisson lors d'un effort physique. C'est même en fait contre-indiqué par justement les recommandations de l'ANSES. Red Bull est donc réellement potentiellement dangereux et mérite d'être surveillé et qu'on fasse de la prévention. Mais en même temps, c'est pas suffisamment dangereux pour être interdit. En tout cas, on peut pas le prouver. Ce flou perpétuel sur le danger potentiel de Red Bull, ça leur permet de rester une boisson polémique et donc jamais chiante. Le débat n'est pas clos. Hein. On étudie une molécule à la fois et c'est souvent sur du court terme. À l'heure actuelle, on ne connaît pas l'effet de la consommation chronique de boissons énergisantes sur la santé. En fait, c'est un produit plaisir finalement. C'est pas un produit qu'on doit consommer quotidiennement. On peut boire du Red Bull, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée, en fréquence contrôlée. Sa réputation là actuelle, je pense qu'elle est due justement au fait qu'on l'a interdit avant. Je pense que les gens ne connaissaient pas le produit. C'est la première fois qu'ils entendaient parler de taurine. Avec toutes les rumeurs qu'il y a eu dessus, je pense que ça a dû faire peur. Et ça, c'est ce qui a permis à Red Bull d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui a vendu plus de canettes qu'il y a d'êtres humains en 2020. Si Red Bull s'était enfermé dans le monde de la fête, il aurait pas été assez grand public pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour ça qu'après s'être incrusté dans les soirées, il s'est, comme on l'a vu, incrusté dans le sport extrême en sponsorisant des athlètes et des événements sportifs. C'est idéal pour rester associé au danger, mais de façon plus propre, et ça permet d'être encore plus massivement visible. Ils vont s'étendre progressivement, ils vont passer du sport individuel extrême de niche à sport d'équipe grand public, jusqu'à même l'e-sport. En gros, ils s'associent à tout type de discipline qui permet de générer du contenu riche en émotions et de foutre le logo Red Bull partout. Aujourd'hui, Red Bull est associé à plus de 800 athlètes dans le monde. Red Bull organise des événements où ses sportifs se mettent en danger et se surpassent, battant même des records, tout en ayant leur propre société de production / média pour créer les images qui seront diffusées sur toutes sortes de canaux, ce qui permet de toucher plus de gens et de vendre plus de Red Bull. Ensuite, ils vont réinvestir ça en sponsorisant plus de sportifs pour organiser plus d'événements, pour créer plus de contenu, pour toucher plus de gens, pour vendre plus de Red Bull, et ainsi de suite, vous avez compris. Près d'un tiers de la thune que les ventes de canettes génèrent est réinvesti en marketing. C'est bien l'image de marque qui fait vendre et pas le produit en lui-même. Le but, c'est que vraiment les gens vivent Red Bull pour les fidéliser. Et ça marche, il y a des vrais fans hardcore de Red Bull qui défendront la marque comme des fans d'Apple par exemple, alors que des fans hardcore de Coca-Cola par exemple, c'est plus rare. Et c'est sans doute parce que Coca-Cola est essentiellement une entreprise de boissons, alors que Red Bull, elle est de moins en moins en fait. Ce qui était à la base du marketing pour une boisson est devenu un business à part entière. Je veux dire, ils possèdent des écuries de F1, des équipes de foot, et ils visent un vrai retour sur investissement à tout ça. Dietrich a déclaré il y a plusieurs années, le but de l'entreprise n'est plus de vendre de la boisson, mais de découvrir des gens doués et de les aider à s'accomplir. Traduit, ça veut dire, on a remarqué qu'on pouvait se faire encore plus de thunes en donnant les moyens à des gens de faire des trucs potentiellement dangereux, plutôt qu'en vendant un produit qu'on positionne comme potentiellement dangereux. Le danger est tellement dans l'ADN de Red Bull que Dietrich tient à ce que l'entreprise assume pleinement les morts de leurs sportifs sponsorisés lors de prestations Red Bull, comme ce Suisse adepte de base jump qui a malheureusement heurté un immeuble après son saut de 88 mètres. Bien que les boissons constituent encore l'essentiel du chiffre d'affaires de l'entreprise, Red Bull est aujourd'hui davantage un empire tentaculaire du divertissement et du sport. Tout ça grâce à un mystérieux produit thaïlandais qui aura fait peur aux Occidentaux. Alors avant que vous partiez, j'ai un petit truc à vous dire. Pas de panique, c'est pas un sponsor, il y a plus de sponsor, pas de panique. Des t-shirts. Bah oui, voilà, mais ça y est, je tente un peu de merch là. J'ai bossé avec Clément de Trafic, qui a déjà collaboré avec d'autres créateurs d'ailleurs. Pour l'avant, je me suis dit un petit truc discret ici, code couleur rouge et bleu comme j'utilise partout sur la chaîne. J'ai repris l'idée des 2 pouces qui sont dans mon décor là juste là derrière. Bon, j'arrête d'en parler, je vous le montre. Attendez, je vais faire comme sur TikTok. Oh, oui que c'est discret, c'est fait pour qu'on sache pas direct, c'est pas une grande illula, c'est un petit truc ici tranquille. Et le nom à créatif est quand même écrit, mais c'est derrière, mais je vous montre ça juste après. Ce qui m'a vraiment convaincu, c'est le procédé de production, etc. Parce que c'est pas du merch classique en mode print on demand avec des impressions pas ouf sur des t-shirts de mauvaise qualité. Non, chaque t-shirt est imprimé manuellement en sérigraphie sur des t-shirts qui sont 100% coton biologique, ultra confort. En gros, tout cet amour de faire un beau produit comme ça, c'est un peu comme si c'était l'inverse du dropshipping en fait. C'est pour ça d'ailleurs, et là je vous montre l'arrière. Vous voyez là, vous m'entendez plus derrière.
derrière, vous trouverez la mention t-shirt non issu du dropshipping, juste au-dessus du logo Incréatif. Alors qu'est-ce qui permet de faire ce système de qualité sans créer une marque genre Space Yoko? En fait, ça fonctionne sous forme de précommande, c'est-à-dire que s'il y en a seulement 3 d'entre vous qui en veulent, on en fait 3. S'il y en a 3000 d'entre vous qui les veulent, on en fait 3000. Donc vous avez jusqu'à cette date pour le précommander. Passé ce délai, il sera impossible de l'obtenir. Je suis désolé, c'est pas moi qui fixe les règles. Certes, achetez le t-shirt soutient la chaîne, mais prenez-le parce que vous aimez bien le t-shirt et vous allez le porter. Si vous voulez juste soutenir la chaîne, vous allez faire un petit don sur Utip, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les tipeurs qui ont financé la vidéo que vous venez de regarder. Merci à vous. Je pense que j'ai tout dit. Vous avez 30 jours, le lien dans la description. Faites-vous plaisir, c'est l'été. Allez, c'était Incréatif, gros bisous. Achète là, regarde, achète!